Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour Laurent, bonjour la fine équipe. Vous connaissez Judith Magre, Paul? Écoutez, j'ai eu sur mon plateau il y a quelques jours. C'est vrai? Vous êtes allé la voir dans Rose, à la Pépinière? Pas encore. Vous savez, j'ai rarement au théâtre, mais je vous assure que j'y serai dans les plus brefs délais. Hein. Pour voir Judith Magre. Ouais. Alors... Parce qu'elle est exceptionnelle. Moi, c'est ma diva préférée. Hein. Voilà. Bon, ben les choses sont dites là-dessus. Il n'y a pas de contestation possible. Hein. On va passer à autre chose. Donc, c'est ce que vous voulez dire. Justement, le naufrage du Concordia, ce bateau de chez Costa Croisière. Alors vraiment, quand on a vu les images tout le week-end, on s'est dit mais c'est incroyable cette histoire-là. Et on nous dit que le capitaine a quitté son navire avant certains passagers. Et alors, curieusement, dans la presse, je lis que, au fond, le capitaine, moi, je pensais qu'effectivement, il devait être le dernier à quitter le navire. Mais non, c'est pas obligatoire. Ah bon? Alors, j'aimerais que vous vérifiez ça, mon petit Paul, parce que c'est vrai que, d'après ce que j'ai pu lire dans Le Parisien ce matin, on nous dit qu'il n'existe en fait aucune règle. Rien ne contraint le capitaine à être le dernier à quitter le navire. Il doit être là où il est le plus utile pour diriger les opérations. Était-ce sur la passerelle du paquebot ou sur le quai du port? C'est à lui de l'estimer, nous dit la presse. Bon, mais on va enquêter là-dessus. C'est pas Caroline, parce que c'est très dur. Moi qui ai fait mon droit, je vous l'avais déjà dit, le droit maritime, c'est très complexe. Hein. Dans les chasseurs le droit maritime, c'est très complexe. Il a fait son droit dans les chasseurs alpins, là, quand t'es à Sciences Po, c'est ça? Remarquez-moi, un bateau qui s'appelle Concordia. Oui, déjà, tu vas pas. C'est comme s'il y a une croisière sur le World Trade ou un truc comme ça. J'y vais pas, moi. Oui, c'est ça. Je me méfie quand même. Ah oui, j'avais pas pensé. Ah bah oui, Concorde, Concordia, tu vois, moi déjà rien que ça, rien que le nom, moi j'hésite, tu vois, avant de monter. Pourquoi? Bah, le Concorde, il s'est un peu craché aussi, le Concorde, vous voyez, Pierre Bénichou. Ah oui, c'est ça. Est-ce que ça existe, cette histoire, les hommes et après, et les femmes et les enfants d'abord? Oui, ça n'a pas été respecté apparemment là non plus, ça. Ouais, non, ça non Il y a plus. des Non, mais témoignages tout comme ça- quoi... Tout ça, visiblement, c'est quand même des usages et un code de l'honneur. C'est jamais inscrit quelque part, un code de Je croyais, l'honneur. moi, je pensais que c'était Le inscrit quelque part. commandant dernier à bord, j'ai l'impression que c'est un code d'honneur. Et les femmes et les Oui, enfants bien d'abord, sûr, pareil. Non? Tu connais la fameuse blague des deux pieds noirs qui sont sur un bateau? Non. Et une croisière comme ça, et tout d'un coup, il y a le bateau, il y a une avarie de moteur, et le machin, comme ça, et tout le monde se jette sur le pont pour prendre les bouées. Et il y a un mec qui prend 3 bouées de sauvetage, et son pote lui dit, mais enfin, ne fais pas ça, il y a des femmes. Il dit, même maintenant, tu penses à niquer. On nous raconte aussi dans le journal gratuit 20 minutes que lors de l'inauguration du Concordia, qui est sorti des chantiers navals italiens en 2005, la bouteille de champagne projetée contre la coque ne s'était pas brisée et que dans ce cas-là, les marins sont très superstitieux et ils voient un signe de malchance. Il faudrait prévenir tous les passagers, quand ils montent à bord, qu'il y a eu ça. Alors s'ils sont superstitieux ou non, ils montent à bord du bateau ou pas. Et en Moi, je plus, serais pas monté. en plus, en 2008, en pleine tempête, le bateau était déjà entré dans le port de Palerme, en Sicile, en heurtant les docks, ce qui avait causé de nombreux dégâts. Donc, décidément, il n'est pas à sa première mésaventure. Là, à mon avis, il est même à la dernière. Bah oui, là, c'est Quand fini. quand vous voyez ce genre de bateau, vous vous rendez compte de la démesure. C'est une ville, ces bateaux-là. 4000 personnes à bord. 4000 personnes à bord. Et tu sais pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui ne devaient pas aller en croisière, ça. Les croisières, c'est fait pour les gens riches. C'est fait pour des gens qui sont là avec leur carton à chapeau, leur malcabine, leurs domestiques qui sont au troisième Non, mais pont. ça va, ça a bougé depuis le Titanic. Il touche 3 sous espagnols, mais le Titanic et le Normandie, c'est des bateaux pour riches. Ça, c'est des bateaux pour RTT. Mais il n'y avait pas que des riches sur le Titanic. Mais bien sûr. Mais bien sûr que non. Nous étions tous riches sur le Titanic. C'est le dernier survivant. Là, Ils ont retrouvé un couple. Là, ça coûtait 480 euros la croisière. 480 euros. Voir le monde entier pour 480 euros, mais ça va pas la tête, non? 480 euros, c'est le prix d'une manucure. Pour une seule main. Je vais pas voir dans quel état sont tes ongles quand t'arrives. Paul, François Hollande aux Antilles, ce sera votre deuxième enquête. Ouais. On nous raconte dans la presse que pendant son meeting à la Guadeloupe, il y a eu plusieurs coupures d'électricité et on nous dit même, enfin en tout cas c'est un de ses proches qui le dit, que ce serait la municipalité UMP qui aurait fait exprès qu'il y ait des coupures de courant pendant son meeting. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il réellement? À vous d'enquêter et d'appeler directement Pointe-à-Pitre. Il faut que vous appeliez Pointe-à-Pitre, ce qui vous va très bien, mon cher Paul. Vous prenez des notes quand je pose les questions, Paul? Oui, je prends beaucoup de notes quand vous posez des questions, mais là, il est 4 heures.
4h moins 6h, oui, ça va. Non, Oui, je 10 heures regardais du mat, pour le c'est bon. Décalage horaire. Les mémoires de Fidel Castro chez Michel Lafon. Peut-être vous avez lu ça dans le journal du dimanche ce week-end. Comment Michel Lafon, et je crois que c'est sa fille aussi, qui s'appelle Isa. Félicie Non, pas sa fille C'est Félicie. sa aussi. fille. Oh, aussi. Non. La fille de Fidel Castro ou la fille Non, la de fille Michel Lafon? Elsa, elle s'appelle. Elsa Lafon. Alors, il paraît qu'ils sont allés à Cuba pour négocier, mais est-ce qu'ils ont négocié directement avec Fidel Castro? Comment ça s'est passé? Mais il est pas mort? Et qu'est-ce qui va toucher Fidel il est pas Castro? mort. Non, il est pas mort, Fidel Castro. Il est en jogging. Il est en jogging, mais il est pas mort. Tous les gens en jogging ne sont pas morts. Oh non, Performe, hein. sinon il y aurait Mais beaucoup vous de... pouvez être sûr que c'est un film, c'est un livre bidon. Ah oui? Et C'est pourquoi sûr. Parce que un type comme Fidel Castro, dont tout le monde attend les mémoires, dont les plus grands éditeurs attendent les mémoires. C'est vrai que c'est quand même très intéressant de savoir comment ce type tout seul a vaincu l'Amérique, a fait la révolution. C'est quand même un des personnages pivots de ce siècle. Tu crois qu'il va chez Michel Lafon? Chez Michel Lafon, ou c'est en général Monsieur Coé qui raconte ses corps aux pieds? Mais non, évidemment, c'est un truc bidon. Mais il va chez Oh. Michel Lafon en France et chez d'autres éditeurs. Mais non, il va chez Robert Laffont en France. Il va chez Non, mais- chez Plomb. Il va chez. Non, on va pas chez Michel Lafon. Il n'a pas publié son livre chez Michel Lafon. Il a publié, évidemment, là-bas, à Cuba, dans le cadre d'une édition nationale cubaine. Bon, Michel Lafon n'a fait que racheter les droits du livre. Donc ça prouve bien que ce livre est bidon. S'il est paru à Cuba dans le truc officiel cubain, c'est qu'il dit le très très grand malheur le capitalisme. Le socialisme, très bien. Et moi, très il gentil. maîtrise tous Voilà, les c'est accents. tout. Il est fort, il est fort. Il est fort en cubain. Et il se, L'accent et il se cubain. moque de Funès. Putain, Il fait mieux le con cubain que le cubain intelligent, mais il fait Zidane, les animaux et Fidel Castro. On a bientôt un Non, non. spectacle entier là. Tu sais, ouais. Vous voulez voir, Judith, vous voulez voir Socialisme, moi. attendez, Judith, il y a un truc que vous connaissez pas encore, de Pierre. Comment elle fait la vache? Pierre, comment fait la vache? Non, je veux pas que tu me vois comme ça aussi. bas. Et comment fait le panda? Mais non, mais c'est depuis que tu t'es éloigné de moi que j'en suis arrivé à faire des trucs comme ça. Je suis une sorte de professeur Honorat, tu sais. Alors ça fait 95 ans que tu fais la vache? La vache, elle fait. C'est Comment mignon. Bon, d'accord. Elle est débutée. C'est affreux de voir un grand artiste comme moi réduit à faire ces choses-là. Mais c'est quand même bien imité, non? C'est admirable. C'est précis. Et quoi. dis-moi, comment tu fais le panda? Moi, je suis scandalisée par l'histoire du panda. Ah oui, pourquoi? Dépenser fric. 750 000 euros par an au lieu de les donner au Resto du Cœur pour accueillir deux bestioles sous prétexte que c'est les espèces rois de la menacées. Chine. Enfin, vous trouvez pas que c'est honteux, ça? Ah oui, vu comme ça, Oh effectivement. non, c'est Peut-être qu'on peut les bouffer aussi, on verra, on les mais ça distribuera. non, mais C'est pour une ridicule, réconciliation, cette histoire de c'est pas panda, cher. non vous trouvez pas que c'est ridicule? Moi, je trouve que ça fait terriblement Troisième République, ça. C'est-à-dire tous les gens qui sont là, en pantalon, J'ai moins de souvenirs. pantalon rayé et en gibus, qui sont là, qui attendent nos amis chinois, nous envoient de pandas. Les pandas sont des animaux très respectés là-bas, et pour une somme de 79 millions, nous aurons le loisir, et nos enfants aussi, hein, de voir ces petites bêtes. Ah, charmantes bestioles, ne vous en approchez pas tout de même. C'est ça. Tu comprends, c'est absolument grotesque. Non, la foutre Ah, qu'il y a tu es deux d'accord? pandas. Tu es d'accord Je suis avec d'accord avec toi. Ah bon, Mais bah, c'est moi, je deux suis pas grands pandas. oui, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Hein? Tu vas pas nous emmerder, toi? Et alors? C'est pour une réconciliation franco-chinoise. Et en C'est plus, ils veulent cher. pas faire l'amour, hein. Ils veulent pas se Mais reposer. c'est parce qu'ils sont C'est- trop jeunes. C'est parce que c'est des fiottes pandas. Et s'ils font un bébé, il appartiendra aux Chinois. Ah bon Ouais. Oui, Mais qui paye? Obligatoire. Mais s'il naît en France? Eh ben non. c'est pas grave. C'est pas le droit du sol. C'est le droit du sang. Ah ouais? Ouais. Pourquoi c'est pas le droit du sol? En France, c'est le droit du sol. c'est C'est les dans le pandas. contrat. Mais il n'y a pas des boutiques où on en achète, ça s'appelle Oui. Panda Shop. Si, mais c'est des petits. Non, mais alors vous êtes pour les pandas, vous? C'est pas trop cher que ça pour la réconciliation Bon, franco-chinoise. enfin, on va pas se réconcilier à cause de deux pandas qui ne peuvent même pas baiser, quand même. Non, c'est pas vrai. Elle a raison, Judith. Non, Ah, ça tient à rien. Mais ils sont trop jeunes pour faire l'amour. Mais c'est pas C'est qu'ils parce sont qu'ils trop sont jeunes, c'est qu'ils aiment pas adolescents. On n'est jamais trop jeune pour faire l'amour. Ça t'intéresse Il pas, arrive Parfois, on qu'on est trop soit vieux. trop vieux. Mais trop jeune, non. Mais peut-être c'est des espions. Hein. Il faut se méfier avec C'est les des Chinois Chinois. déguisés. Ils ont peut-être des Il y a tas de deux Chinois à micros l'intérieur. dans le corps, des tas de trucs. Et puis le En zoo fait, de ils ont envoyé Beauval. 2 mecs qui sont déguisés en panda, ils veulent pas baiser ensemble. Voilà, c'est tout. Et le zoo de Beauval, il est ravi. On va pouvoir les voir en vrai. On en reparlera tout à l'heure. Paul, de toute façon, vous n'avez pas enquêté sur les pandas. Fidel Castro, le meeting de François Hollande et le capitaine du Concordia. Voilà votre objectif. Moi, en tout cas, j'ai retrouvé
mes chaussures de bateau dans le naufrage. C'est pas les pompes que vous lui avez rapportées. Ah non, non, c'est quoi ces chaussures bateau? Eh ben, ça s'appelle des dockside. Mais on est en plein hiver. Eh ben, je les ai mises en solidarité avec mes amis. Oh non, c'est le seul mec qui porte des chaussures bateau avec une doudoune. Non, mais je l'ai vu arriver ce matin, non mais ça c'est impossible. Ça c'est. Non, je les mets comme pantoufles chez moi, tu vois. Ouais. Et puis. Là, t'es pas chez toi, là. Mais normalement, ça se met pieds nus. Bah oui. Pardon. Oui, mais il fait froid. Et toi, t'habilles des Bah donc chaussettes. ça se met l'été, quoi. Oui, mais des chaussettes en cachemire rose. Hein. Rose. Ça y est, Bah ça dis lui donc, rend- elles ont été longtemps lavées parce que. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul, les réponses à nos questions. D'abord sur le capitaine de la croisière. Est-ce qu'un capitaine doit rester jusqu'au bout sur son bateau, oui ou non? Non, absolument pas. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a strictement rien décrit. Alors, selon le droit maritime, lorsqu'un navire est en danger, ça c'est écrit, le capitaine est autorisé à acheter une partie de sa cargaison. C'est écrit. Dans le code pénal et disciplinaire de la marine, le code pénal dit sur le rôle du capitaine en cas de naufrage qu'il a toute l'autorité vis-à-vis de l'équipage et des passagers. Le capitaine doit répondre de ses propres fautes, mais pas un seul instant, il est dit qu'il doit être le dernier à quitter le navire. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est un usage maritime qui, avec les siècles, fait jurisprudence, et qui, aujourd'hui, on dit, bon, le capitaine doit être le dernier à quitter le navire. Aucun texte écrit sur ce sujet. C'est une question d'honneur, en fait. Voilà, alors justement, puisqu'on parle d'honneur, vous savez, il y a eu un célèbre naufrage. Le naufrage du HMS, c'était le 26 février 1852. Mais HMS quoi? HMS Byron Head. Merci, parce que HMS ça veut dire Her Majesty's Ship. Et c'est la première fois que le capitaine commandant ce navire anglais, très chevaleresque, prononce ça, pour la première fois, donc il y a plus d'un siècle, hein, cette fameuse phrase, les femmes et les enfants d'abord. Mais c'est parce qu'il y avait des requins dans l'eau, il paraît. Voilà. Alors bon, bah ça non plus. Dis c'est voilà, pas- lui. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il faut savoir quand même qu'il restait, il y a eu 196 survivants sur les 138 passagers, mais une chance. 196 survivants sur les 138 passagers. Bien. Putain, Ils ont génial. niqué dans l'eau. En fait, Ils ont niqué dans l'eau. Il y avait ton pote pied noir sur le bateau, je crois. Non, sur ces 196 passagers, grâce à cette phrase très chevaleresque, eh bien, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui ont été sauvés. Voilà ce qu'il faut dire. Alors bon, ce sont les us et coutumes, on le dit, mais il n'y a pas de texte. Hein. Ouais, c'est Donc, idiot le- ce que vous me dites. Vous me dites la mer était infestée de requins. Le capitaine a crié les femmes et les enfants d'abord. Donc les Oui. requins ont dû bouffer les femmes et les enfants d'abord. Écoutez, là, 1852, 26 février, il faudra demander à un historien de se pencher sur ce cas-là. Moi, je vous donne des idées très générales. Hein. Ah oui, voilà, ah oui. vous m'avez posé une question très précise. Je suis pas Alain Decaux ni Monsieur Castelot. Hein. Non. Je suis un historien vulgarisateur. Oui. Tu dis historien quand même. Oui, bah dans ce cas-là, je fais l'historien. Oui, d'ailleurs, moi-même, j'ai fait des études d'histoire. Oui. C'est vrai qu'il a tout fait. Bah, c'est vrai, j'ai droit, passé des certificats d'histoire ancienne. Ce que je peux vous dire, simplement, ce qui est écrit, le capitaine doit répondre de ses propres actes. C'est tout. Voilà, la seule phrase écrite. Hein. Et alors l'histoire de l'inauguration avec la bouteille qui s'est pas cassée sur la coque du navire, c'est vrai ou pas? Ah oui, c'est ce qu'on appelle un mauvais présage, c'est vrai. Voilà, pour les gens superstitieux, on n'a pas intérêt à prendre un bateau si le champagne ne s'est pas brisé. Hein. Ça, c'est François Hollande en Martinique et en Guadeloupe maintenant. Alors, il y aurait eu des pannes de courant pendant son meeting à Pointe-à-Pitre. Est-ce que c'est vraiment la ville dirigée par l'UMP qui aurait trafiqué pour qu'il y ait de coupures de courant pendant son meeting? Écoutez, là, faut quand même être raisonnable. Souvenez-vous, Laurent, Yves Gégaud, qui était secrétaire d'État au Dom-Tom, il a été en voyage officiel en Guadeloupe, c'était en 2009. Il lui est arrivé exactement la même chose, c'est-à-dire des pannes, des coupures d'électricité. Alors quand François Hollande a fait son discours dans le fameux gymnase Rivière des Pères, où s'était présentée sa compagne Ségolène Royal en 2007, hein, eh bien, il a eu le droit à une coupure de son et une coupure de lumière de quelques secondes. C'est vrai au moment où il fustigeait Nicolas Sarkozy. La lumière s'est éteinte au moment où il déclarait « Nous n'allons pas distribuer ce que nous n'avons pas, surtout avec ce que nous a laissé Sarkozy ». Bon, c'est une pure coïncidence, hein.
Quand vous appelez le maire de la commune de Rivière-des-Pères, hein, il vous dit que les pannes, il y en a très régulièrement. Et dans ce gymnase... Oui, en même temps, il va pas vous dire, oui, c'est moi qui ai coupé le courant, Paul. Non, mais moi-même qui vais aux Antilles chaque année, Laurent, il n'y a pas... je toi passe qui une semaine aux Antilles chaque es année. à droite aussi, comme tu votes à droite, on sait pas si on peut te faire confiance. Je passe chaque année une semaine aux Antilles. Pendant la semaine, j'ai le droit à une panne par jour. Chaque fois que tu dis mal de Laurent? Non, c'est drôle ça, c'est drôle. Si c'est pour dire ça, tu ferais mieux de la boucler, hein. Alors quand vous demandez à Bruno Leroux qui l'accompagnait, ou au député de la Martinique, Louis-Joseph Manscourt, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est absolument pas des incidents intentionnés. Bon, sur ce, le gymnase, un gymnase de 2000 places, il a pas fait ça le compte, ça je peux vous le dire, hein. D'après mes informations, il y avait quand même quelques dizaines de chaises de libre, et il n'a pas eu l'ovation que Ségolène avait eue il y a 5 ans. Ça aussi, il faut le dire. Allez, on termine par Fidel Castro et le bouquin, donc, édité par Michel Lafon en France, grâce à sa fille, si j'ai bien compris, Elsa Lafon, qui se serait rendue à Cuba pour obtenir les droits. Alors déjà, on va dire que c'est le 19 janvier que sortira Les Chemins de la Victoire, tome 1. Il faudra avoir de la patience pour le lire, parce qu'il fait quand même 658 pages, cette période 1926-1959. Vous voyez que je suis historien. Alors, il faut savoir que sa fille Elsa Lafon et son père sont rendus l'un et l'autre, en gros, tous les deux 8 à 10 fois à Cuba, pour décrocher le contrat des mémoires de Castro pour les pays francophones, je signale, hein, d'accord ? Alors, Elsa y a été 3 fois et Michel Lafon y a été 4 fois. Ils ont un avantage, ils parlent espagnol. Je peux vous dire qu'ils n'ont pas rencontré du tout Castro, qui est invisible, mais ils ont rencontré à maintes reprises. Il y a un ministre de l'Histoire qui est l'équivalent de notre ministre de la Culture à Cuba. Il s'appelle Eugenio Suarez. Hein. Ils ont rencontré Jepio Leal, c'est l'intellectuel cubain, et ils ont rencontré Cachuca Bianca, c'est la biographe officielle de la famille Castro. Voilà. Alors, ils ont mis au point le contrat. Le contrat, il est classique, comme le vôtre ou comme le mien, Laurent. C'est 8, 10, 12. Hein. Castro n'a pas pris d'avaloir. Ça veut dire quoi, 8, 10, 12, là? Parce que 8, 10, 12%, 8 000 après 8% après 10 000 exemplaires, 10% après 15 000 et 12% au-delà. Ah, donc il va toucher des sous, alors, Castro? C'est pas lui qui va toucher. Il fait dire que les droits sont versés. Enfin, il peut toujours dire ça, hein, on ne peut pas vérifier, à une SOS pour la culture cubaine. Hein. Très bien. Voilà, il faut savoir que le tome 2, le Triomphe de la Liberté, paraîtra en octobre. Hein. Alors la mise en place du premier tome des Mémoires de Castro, ça avait quand même un coût médiatique terrible, hein, c'est important. C'est 25 000 exemplaires. Hein. Alors quand on rentre dans le texte, c'est assez long, c'est précis, c'est détaillé, ça ressemble un peu au discours du leader Maximo. Hein. Alors il y a des choses assez marrantes. Il explique comment avec 3 bouts de ficelle il a fait la révolution, comment il est arrivé à galvaniser ses troupes. Et il parle, Laurent, personne n'en parle, il parle de son grand amour, Celia Sanchez. C'est son amour depuis toujours et elle est toujours en vie. Allô? Ouais, Non mais écoutez, je suis en train de me passionner pour un livre qui sera quand même très intéressant. Ah. Voilà. Oh. Mais alors, il est toujours avec? C'est toujours sa gonzesse? Oui, il est toujours avec, bien sûr, bien sûr. Allô? Non, Titoff, non. Ah oui, il m'a tenté, là. Vous êtes un fidèle casse-pied, vous, mon cher Paul Vermus. On vous embrasse et on vous remercie.